Bonjour à tous, bienvenue dans cet assaut où nous allons faire connaissance avec l'association Primuzole. Stéphanie Maraninck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère en info énergie, c'est ça le titre? Oui, tout à fait. Alors, il y a on peut dire quelques années, on vous avait reçu à Télépaèse, vous faisiez partie de l'association Adiazole. Exactement. Alors, ma première question serait, est-ce qu'Adiazole existe toujours ou Primuzole est une reconversion? Alors en fait, non, Adiazole existe toujours. Elle regroupe toujours des professionnels insulaires corses qui œuvrent dans les énergies renouvelables, donc un peu partout en Corse, que ce soit pour le solaire, pour le photovoltaïque, pour des constructions bioclimatiques. Ils existent toujours. Primuzole, c'est un peu la petite sœur, on va dire, qui a récupéré en fait l'espace Info-Énergie où on fait que du conseil gratuit et des animations scolaires. Et il y a 2 espaces Info-Énergie en Corse, Porto Vecchio et la Balagne. Alors oui, il y a 2 espaces Info-Énergie au sein de l'association Primuzole. Et sinon, sur tout le territoire corse, nous sommes 6. Un peu dispatchés un peu partout, Ajaccio, Bastia, la Plaine orientale et Corté. Et elles sont donc rattachées soit en Balagne, soit dans le sud. Voilà. En toute façon, c'est un travail de réseau. L'ADEME et la CTC nous ont mis en place en 2002, donc ça commence à faire quelques années. Et le but, c'est vraiment de faire un travail de réseau. Chacun un peu a une spécialité et on travaille tous ensemble. Voilà, il y a pas de... Alors, parlez-nous justement de votre spécialité. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors en fait, les espaces Info-Énergie, donc comme je vous disais, qui ont été mis en place par l'ADEME et par la CTC, sont un peu des relais en fait sur le territoire pour les particuliers qui ont des projets de rénovation ou de construction neuve, ou tout simplement qui veulent faire diminuer leur facture d'énergie mensuelle. Voilà, on est là pour apporter un conseil et être au plus près des particuliers. Donc si quelqu'un a une maison, on va dire, qui a pas mal d'années, va venir chez vous, quelqu'un qui a justement le projet d'une construction, là aussi, il va venir chez vous. Quelles sont les questions finalement qui reviennent généralement? Quelles sont les questions qu'on va vous poser? Alors la première, c'est est-ce qu'il y a des aides? C'est le nerf de la guerre. Voilà, pendant des années, l'État a fait l'effort à travers des crédits d'impôt de proposer différentes aides pour l'amélioration de l'habitat, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Donc ça se marquait par des crédits d'impôt de 15, 20, 30% sur le matériel TTC remboursé pour les particuliers en résidence principale. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2013, les constructions neuves étant soumises à une nouvelle réglementation thermique, toutes les aides ont été supprimées puisqu'on est obligé maintenant de faire des maisons très économes. Donc l'État s'est un peu retiré et a remis pas mal d'aides sur la rénovation. Donc c'est vrai que le cheval de bataille aujourd'hui de l'État, à travers sa ministre actuelle, c'est vraiment de faire une grosse communication sur la rénovation. C'est pour ça qu'ils ont créé plein de ce qu'on appelle des PRIS, qui sont des points rénovation info service, dont on fait partie. Voilà, tous les espaces info de France sont devenus des PRIS, de manière à ce que les gens, lorsqu'ils ont une recherche qu'ils regardent sur Internet pour avoir des aides, ils arrivent directement dans nos bureaux, ou du moins sur un numéro de téléphone. Donc votre rôle a une importance énorme, puisque quand même c'est vous qui allez répondre aux questions qu'ils ont à vous poser, puisque c'est le seul interlocuteur qu'ils ont. Voilà, alors on est plusieurs, c'est vrai, c'est par exemple, en fait, la démarche elle est un petit peu compliquée au départ, c'est-à-dire vous avez un numéro national que vous contactez, vous avez un projet de rénovation, donc vous appelez un numéro national qui va vous faire une première petite enquête pour après soit nous diriger sur les espaces info, c'est-à-dire sur nous, soit sur l'ANA, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, où là on rentre, où c'est des gens qui vont avoir des revenus fiscaux assez bas. Donc, ils rentrent dans un processus d'aide qui va être différent que celle classique. C'est bon à savoir. Donc, voilà. On va dire, si on a un certain seuil de référence fiscale, on va dire, voilà, pour employer le terme juste, donc ça va être à l'ANA qu'on va s'adresser, voilà, et non pas à nous. Voilà. Ça peut arriver, il y a des gens qui ne vont pas forcément passer par le numéro national parce qu'ils nous connaissent, parce que sur le territoire, on est quand même très visible. Et si nous, on se rend compte que ces gens-là, en fait, c'est simplement sur revenu fiscal, donc c'est quand même assez confidentiel. Donc nous, on n'a quand même pas à intervenir sur la part sociale. Donc on les dirige de suite sur l'ANA. Et inversement, si l'ANA a des contacts qui ne rentrent pas dans leurs critères, ils nous les envoient directement dans nos bureaux. Voilà. C'est un travail de réseau, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde travaille ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'un conseiller, comme c'est votre cas, en info-énergie, a un rôle d'éducateur en quelque sorte?
Pour les particuliers? Oui. Oui, complètement, puisque souvent les gens pensent que ce soit pour la construction ou pour la rénovation, qu'ils s'aventurent dans un dédale administratif dont seuls nous avons le secret. En fait, on est vraiment là pour un peu dédramatiser, c'est-à-dire aujourd'hui faire une maison RT 2012, on essaie de dédramatiser en proposant aux gens des visites de sites où on les amène directement sur un chantier où un professionnel va leur expliquer les démarches, comment ça se passe, etc. Ça, c'est les actions que vous menez. C'est des actions, en voilà. dehors. Mais c'est un rôle tout à fait pédagogique parce que les gens, en fin de compte, se rencontrent et voient que bon, ben, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est des démarches en plus par rapport à avant, c'est certain. Mais ça reste quand même assez, voilà, ça se fait. Et puis ça va se faire de plus en plus. Pour la rénovation, c'est un peu plus compliqué parce que bon, faire rentrer des gens sur un chantier, voilà, il y a des normes, il y a des sécurités à respecter. Donc c'est vrai que là, nous, on intervient vraiment sur le fait, voilà, que si les gens veulent rénover, moi je prends souvent le cas des maisons de village, nos vieilles maisons qui sont quand même... En général. Voilà, c'est assez compliqué. Souvent les gens vont dire, j'ai une maison avec un mur de 60 de large, je vais... isoler parce que j'ai froid en polystyrène. Voilà, c'est ce genre d'erreur qu'il ne faut absolument pas faire. On n'isole pas nos maisons avec des murs de 60. Qu'est-ce que vous allez répondre alors à ce moment-là? On va leur dire que ce sont des murs perspirants, donc il faut éviter de mettre comment ça s'appelle, un isolant compact. Il faut absolument genre mettre une laine minérale ou quelque chose, mais surtout pas quelque chose qui va empêcher l'air de circuler dans la pierre. Parce Voilà, que déjà, c'est un mur très large. C'est un mur très large et qui surtout fait office il est perspirant, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien rentrer l'humidité qu'il la fait sortir. Si à partir du moment où vous la bloquez, elle va rester dans la maison. Et donc là, de l'humidité. c'est le drame, voilà. Donc on a vraiment ce rôle-là en disant aux gens, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc les professionnels sont quand même là aussi pour aiguiller. Mais bon, il y a des gens qui font aussi eux-mêmes des travaux. Donc voilà, on a vraiment ce rôle pédagogique à ce niveau-là de leur dire, attention, il y a différents matériaux, il y a différents procédés et il ne faut pas faire on ne fait pas la même rénovation sur une maison des années 70 que sur une maison des 1800. Voilà, c'est déjà par rapport à la base qu'il y a dans cette maison. Voilà, exactement. Aussi que vous devez... Et on arrive à... on va dire, à trouver le matériau énergétique en fonction de ce qui est en base? Alors oui, oui, on arrive maintenant à trouver un peu tout. Après, c'est un coût. Voilà, moi, j'ai aussi bien des gens qui vont faire leur maison, qui vont rénover la maison de village et se dire, bon ben voilà, en toiture, je ne veux pas mettre de laine de verre, je vais mettre du liège. On trouve du liège aujourd'hui, il est très compétent, il est très, très efficace thermique et phonique. Par contre, il est un petit peu plus cher. Donc c'est sûr qu'après, c'est en fonction des bourses des gens, en sachant que voilà, derrière, il y a les aides qui arrivent. Et donc certains qui seraient passés à la laine de verre, ne sachant pas qu'il y avait les aides, vont peut-être mettre du liège, en sachant qu'ils vont récupérer peut-être 30% sur la pose et l'achat du matériel. Voilà. Et au fil de ces années, les normes, les matériaux ont changé depuis que vous y travaillez? Est-ce que, je veux dire, ça évolue au fil des années? La maison qui a été, on va dire, il y a 6 ou 7 ans, construite avec des matériaux donc appropriés pour éviter donc toutes ces pertes d'énergie. Est-ce que, à ce jour, elle va être encore conforme? Conforme, oui, mais elle va être améliorée. Elle pourra être améliorée, on va dire. Voilà. Alors, on va peut-être pas rester sur 5-6 ans, on va remonter un petit peu au-delà. C'est-à-dire que nous, quand la première question que l'on demande aux gens qui rentrent au bureau, c'est de quand date la maison? Parce qu'on a quand même trois bases. Donc, on a les maisons de village qui sont des années 1800. On a les maisons d'après-guerre, donc là où toute la France a été détruite et qu'il a fallu reconstruire et qu'on a construit un peu n'importe comment, sans isolation, avec des simples vitrages, etc. Et on a la maison des années 80 qui commence à être isolée, mais c'est pas génial. Donc voilà, on essaye déjà de sonder un peu la carte d'identité de la maison. Et à partir de là, on peut avancer quel matériau on peut mettre. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à l'Espace Info de Balagne. Oui, ça a évolué. On a vu arriver des matériaux qu'on n'utilisait pas forcément, comme la brique monomure, comme le Ciporex, parce que c'est vrai qu'on était très parpaing polystyrène. On l'est toujours parce qu'il est fabriqué en Corse et que l'industrie est ici. Mais voilà, on commence à voir arriver des nouveaux matériaux qui n'étaient pas forcément là il y a une dizaine d'années. Donc qui ne sont pas forcément des matériaux nouveaux. Parce que souvent, les gens ils disent « Oh, c'est nouveau ». Non, c'est pas vrai. La brique monomure, les Génois l'utilisaient. Voilà. On ne l'exploitait pas, finalement. On ne l'exploitait pas. C'est vrai qu'elle arrive de loin, donc on a un bilan carbone qui n'est pas très bon. Mais voilà, c'est un choix. Voilà, maintenant, on peut proposer aux personnes différentes solutions pour construire ou pour rénover avec différents matériaux. Alors, Stéphanie, ça, c'est le côté particulier. Mais est-ce que vous avez quand même
c'est même peut-être sûr que vous avez aussi un rôle avec les professionnels. Ils viennent à vous. Oui, alors les professionnels, surtout que depuis la nouvelle réglementation et sur la nouvelle loi qui va sortir sur la transition énergétique, qui est en train de se mettre en place, toutes les personnes qui devront faire des travaux de rénovation devront passer par un professionnel agréé, c'est-à-dire RGE, reconnu garant de l'environnement, qui assure aux particuliers en fait une qualité de travail du professionnel. Et comment le professionnel obtient cet agrément? Alors là, après, bon, il faut qu'ils se dirigent sur des centres de formation. Donc souvent, ils sont affiliés soit à la CAPEB, soit aux chambres des métiers Corse du Sud, Haute-Corse. Et là, ces organismes de formation organisent ponctuellement des formations pour les professionnels. Alors ça va des co-artisans, voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais de toute façon, ça va devenir obligatoire. C'est-à-dire que si ces professionnels-là ne seront pas agréés, au 1er janvier 2015, leurs clients ne pourront plus bénéficier des aides. Voilà. Ah, donc finalement, il n'y a pas d'impasse pour eux. Non, ça va être compliqué. Ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est un peu même rassurant pour les gens qui viennent vous voir. Il y a un particulier qui a décidé de construire sa maison. Donc, vous allez donc parler de toutes les informations que vous pouvez donc prodiguer. Et vous allez aussi par là même leur fournir la liste des professionnels à même de construire donc les maisons. Bien sûr. Alors en fait, voilà, il faut vraiment savoir que l'espace Info Énergie, on est complètement neutre. On est gratuit, on fait du conseil gratuit, on ne travaille pour personne. Et les listes que nous fournissons, ce sont des listes nationales, donc y compris maintenant, ça va être vite réglé puisque ça va être les listes RGE, tout simplement, que nous pourrons fournir. Après, les gens, ils iront où ils veulent, ils feront faire plusieurs devis, ça, c'est après, nous, on n'intervient plus. Nous, on est juste là pour que les personnes qui cherchent une information la trouvent, repartent avec. Voilà. Donc là, maintenant, c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas cette labellisation, c'était compliqué. Si les professionnels ne faisaient pas connaître, voilà, on ne pouvait pas donner des coordonnées de personnes que nous ne connaissons pas. Donc maintenant, le problème est réglé puisque nous avons ces listes RGE, donc nous fournissons ces listes-là. Après, aux personnes qui ne sont pas encore RGE, de le devenir assez rapidement pour pouvoir apparaître sur nos listes. Qu'est-ce que le RGE pour ceux qui ne le savent Alors, pas? donc c'est le nouveau label mis en place donc dans la politique de la transition énergétique, c'est donc reconnu garant de l'environnement. Voilà, c'est juste un label de qualité pour des professionnels du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, des installateurs solaires, etc. Voilà, c'est toutes les personnes qui interviennent dans le bâtiment auront cette labellisation obligatoire. Alors, durant ces 10 années, qu'est-ce qui a évolué dans l'isolation? Où les professionnels, et même pourquoi pas les particuliers, ont eu tendance à s'orienter, on va dire? Alors, c'est des questions un peu compliquées, puisque en fait, ça dépend avec le professionnel avec lequel vous passez. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des professionnels, alors je prends le cas de personnes qui faisaient partie d'Adiasol et qui ne travaillaient que la brique monomure, donc là où vous n'avez pas besoin d'isolation pour de la construction neuve. Il y a aussi bien les personnes qui s'occupent du polystyrène. Donc, c'est ce qui se fait le plus, du moins sur les parois verticales, on va dire sur les murs, il faut mettre quelque chose de rigide. Donc ça va être du polystyrène, ça va être du liège, ça va être quelque chose de la fibre de bois qui commence à arriver aussi. Voilà, il faut quelque chose de rigide. Généralement, on reste toujours dans le même panel d'isolants. Hein. C'est laine de roche, laine de verre. Un petit peu de chanvre, mais bon, ça a quand même un coût. Comme je disais, la fibre de bois, le polystyrène, voilà, c'est un peu les matériaux classiques qu'on retrouve régulièrement dans les maisons, dans toutes les maisons qui sortent ou dans toutes les rénovations. Les matériaux donc, qui sont un peu plus onéreux que les autres, ils arrivent quand même où ce sont des personnes qui peuvent financièrement se le permettre? Non, il y en a de plus en plus, puisque de toute façon, à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes qui le vendent, forcément les prix vont baisser. Ça, c'est classique. Donc il y a de plus en plus de personnes qui commencent à travailler ces matériaux, on va dire, écologiques. Mais ils arrivent du continent, on n'en a pas sur place. On n'a pas. Alors, on a le liège. On connaît la problématique du liège. Les Sardes viennent sur notre terre, prennent le liège, partent en Sardaigne et nous le revendent. Si on avait notre propre usine, voilà, si on avait notre propre usine, on pourrait avoir des prix tout à fait compétitifs. Bon, nous ne l'avons pas, mais du coup, comme il commence à y en avoir de plus en plus, les prix commencent à baisser. Un produit qui est aussi très, et que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui n'est pas beaucoup plus excessif qu'une laine de roche, c'est la ouate de cellulose. C'est du papier recyclé qu'on utilise donc en vrac, c'est-à-dire en petits morceaux qu'on peut mettre sous une toiture. C'est compacté. Alors, il y a compact et puis sinon c'est soufflé, c'est-à-dire vous avez une grosse machine et elle vous souffle sur tous les angles et sur toutes les surfaces cet isolant sur 30 cm, 40 cm. Et c'est pas spécialement beaucoup, il y a un surcoût, il ne faut pas se leurrer, mais
c'est des produits qui ont aussi des caractéristiques très, très importantes, c'est-à-dire que par exemple, la ouate de cellulose, moi ce que j'explique aux gens, c'est que si vous la mettez en toiture et que vous avez une infiltration... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait buvard? Alors pas du tout, pas du tout, c'est du papier, ça va absorber, puis ça va le recracher, donc ça va se remettre en place. Or, la laine de roche ou la laine de verre, elle va moisir. Voilà, donc il faudra à un moment donné la changer. Donc voilà, c'est un peu des petites anecdotes comme ça, mais qu'il faut dire quand même aux gens, parce que bon, personne n'est à l'abri d'une infiltration, personne n'est à l'abri d'un dégât. Et est-ce qu'il y a une, on va dire, je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça, une durée de vie pour des matériaux comme la laine de verre, la laine de roche? Oui. Oui, c'est des matières végétales donc, ou minérales, donc elles sèchent. Donc voilà, même si vous la la laine mettez, de verre qui est sous une toiture depuis elle va 30 se tasser, ans, elle va faire, c'est-à-dire que si au départ, il y a 30 ans, vous l'avez mis de 20 cm, vous allez retrouver 5 cm sur votre toiture. 30 ans après, Ah oui. c'est devenu Oui. aussi petit. Ah oui, oui, oui. Et avec des trous, parce qu'après, il y a les rats qui se mettent dedans. Bon, Ben oui, c'est un terrain de jeu après. c'est un terrain de jeu. Quoi. Donc, c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc du coup, c'est des matériaux qui... Bon, déjà, il y a 30 ans, on tentait d'isoler les toitures, c'est déjà pas mal, parce que pas tout le monde ne le faisait. Mais voilà, donc oui, de toute manière, si votre maison a 30 ans, que vous avez de la laine minérale, vous pouvez être sûr qu'il faut la changer. Ça, c'est indéniable. Et quelle est on va dire par rapport à la laine de verre, le matériau isolant pour un grenier, on va dire, dont la qualité durerait le plus longtemps? Je serais quand même tentée de dire le liège. Le liège. Oui. Parce que c'est rigide, même si vous le mettez, parce que vous avez deux possibilités, soit vous avez les plaques de liège comme le polystyrène, donc c'est formaté de la même manière, soit vous avez des petites billes qui sont elles moins chères puisque du coup elle n'est pas manufacturée, donc du coup vous balancez vos billes un peu partout dans la toiture. Ah, comme ça on Comme est, ça, on oui, est oui. Vous êtes allé sur une hauteur qui sera définie. L'avantage c'est que comme c'est imputrescible et que c'est dur, ça ne se tassera pas. À mon avis, vous êtes tranquille pour un bon nombre d'années. Et les petits visiteurs, non. Ils n'aiment pas? Non. Non, bizarrement, non. Pourtant, c'est du bois, pourtant, non, ils ne sont pas du tout attirés par... Alors, je ne vous dis pas, peut-être qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, ils seront immunisés, ils vont venir dedans, parce que bon, ils ont une facilité à s'adapter. Mais non. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez faire une maison durable, le liège reste quand même un produit en toiture très intéressant. Combien avez-vous, on va dire, peut-être pas par jour, mais dans la semaine de visites pour apporter des conseils à des personnes qui souhaiteraient ou rénover ou construire? Alors, c'est aléatoire en fait. On peut avoir des semaines où on va avoir 10 personnes qui vont venir, et puis des semaines où il y en aura une ou deux. On fonctionne beaucoup avec le téléphone, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de communication nationale qui est mise en place. Donc, on reçoit énormément d'appels. Moi, c'est vrai que sur Île Rouge, j'ai un bureau qui est très bien placé, donc forcément qui attire. Vous êtes situé où? Alors, on est avenue Paul Doumer, à la sortie d'Île aux Rousses, à côté d'autres magasins. on est 4 magasins, voilà, je suis le 4e, sur la gauche quand vous allez sur Bastia. Et là, je pense que la différence aussi, le fait de vous avoir au téléphone et venir dans votre local, vous avez peut-être aussi des échantillons de matériaux à proposer. Voilà, on peut montrer. L'information que vous allez communiquer au téléphone Bien sûr. et le visuel est autre chose. Oui, non, peut-être ça, que les gens on a ont plus envie de venir vers vous. On préfère, parce que c'est vrai que discuter au téléphone, souvent on est un peu pressé, voilà. Donc moi souvent j'essaie de donner rendez-vous aux personnes déjà pour étudier sur une construction neuve par exemple. Quand on va leur donner par exemple une liste de bureaux d'études, ils n'ont pas besoin forcément de venir au bureau. Bien si vous sûr. êtes sur un projet de rénovation, voilà, il y a plusieurs choses à regarder, voilà. Et puis bon, je vous dis, quand on est au téléphone, on ne pense pas forcément à dire, en fin de compte, j'avais du simple vitrage. Or, moi, c'est la question que je vais vous poser. Comment sont vos vitrages? Comment sont vos murs? Comment sont vos planchers, etc. Donc, voilà. Souvent, j'essaye d'amener la conversation téléphonique à un rendez-vous parce que c'est là où on peut vraiment travailler sur le fond, le projet. Et vous avez toutes sortes, donc, même du double vitrage à leur proposer? Non. En fait, on a récupéré quelques échantillons à droite à gauche, de polystyrène, de liège, de fibres de bois. Enfin, j'ai même de la laine de mouton. Et ça marche? Ça marche, ça peut marcher, mais bon, voilà, la laine de mouton n'est pas encore... voilà, il y a de l'odeur, etc. Mais il travaille dessus. Et je les pense jours de pluie... Voilà, c'est des produits qui sont un peu...
Moi, j'y crois parce qu'on est quand même sur une part de développement durable. Quand on fait nos tondères et qu'on brûle nos peaux de moutons, c'est quand même assez dommage de ne pas les réutiliser. Bon, même si une partie est réutilisée pour des vêtements, je trouve ça assez dommage que voilà, on ne puisse pas lui donner une deuxième vie quelque part plutôt que de la brûler. Et donc, quand on brûle, on fait du CO2 et on pollue. Donc voilà, c'est un peu. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment en train d'y travailler. Peut-être qu'un jour, nous isolerons. Bien qu'il y ait déjà des gens, je veux dire, certains bergers dans les paillades, je veux dire, ils nous ont pas attendus. Oui. Il y a 200 ans, et quand ils avaient froid, ils mettaient un peu de laine de mouton partout. Hein, c'est voilà. Par contre, en ce qui concerne les maisons faites en paille, ça non. C'est marginal. ça se fait. Hein. Parce qu'on voit des maisons qui sont faites en paille. Mais vous pouvez tout faire. La maison en paille, je sais que j'avais quelqu'un sur mon cal et qui voulait le faire. Bon, après, c'est compliqué. La paille, chez nous... que les gens sont un peu... Oui, puis c'est quand même... C'est une mise en œuvre qui est particulière. Il faut que le ballot de paille il soit conditionné. C'est pas le ballot de paille qu'on va donner aux animaux. Voilà. Donc parce que je pense que c'est ça aussi qu'on visualise. Ce ballot de paille qui sert à nourrir les animaux. C'est ça, c'est pas du tout celui-là. Le ballot de paille pour faire des maisons, parce que j'en ai vu, déjà, il pèse 1 tonne, le truc. Donc, c'est un ballot de la même taille que le ballot de paille classique. Mais c'est très, très, très serré. Le principe, c'est quand même que ça tienne des murs d'une maison. Donc, il faut que ce soit très compact. Plus c'est compact, plus c'est dur. Et là, je peux vous assurer que les rats, il n'y a rien qui rentre dedans tellement la paille, elle est bien serrée. Bon, après, ça reste un peu marginal. Je ne sais même pas si cette personne a abouti sur son projet de maison en paille à Oumoga. Il faudrait se renseigner. On va se renseigner. Alors, Stéphanie, on va bientôt arriver au terme de cette émission, oui. Mais j'aimerais vous demander, donc votre métier est conseillère en info-énergie. Si on vient chez vous et qu'on vous dit, pour vous, quelle serait la maison idéale à construire pour vraiment parer à toutes ces pertes d'énergie qu'on pourrait avoir? La maison, alors c'est très difficile comme question puisqu'on a tous un idéal, mais c'est pas forcément la mienne ne sera pas forcément celle des autres. Sachez plus votre maison est compacte, c'est-à-dire moins elle a d'angles, moins elle aura de déperdition de chaleur. C'est-à-dire que si vous faites une maison carrée, ou ronde alors? Alors j'avais posé la question, je me dis tant qu'à faire la faire ronde, oui. c'est pas trop de chez nous. Non, disons que voilà, la maison la plus compacte, ce sera celle qui sera la plus économe, puisqu'il n'y aura pas de déperdition, donc, il n'y aura pas de couloir. Plus il y a d'angles, plus vous aurez de déperdition. Vous faites une maison en L. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus de circulation d'air, vous avez beaucoup plus de couloirs. Les couloirs sont des pièces qui sont vides. On n'a pas de chauffage, on n'a pas, donc c'est souvent des zones tampons. Il fait un peu plus frais dans les couloirs que, c'est assez compliqué. Mais alors souvent les gens quand on dit ça, on dit oui mais une maison carrée c'est pas très beau. C'est vrai, c'est pas très beau, mais si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie, c'est la maison la plus compacte qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'idéal c'est de faire une partie journée, une partie nuit. Et dans la partie journée, mettre une cheminée qui va vous alimenter la partie nuit en chauffage. Par des récupérateurs. Voilà, par des récupérateurs. Alors que si vous avez une maison un petit peu toute biscornue, faire partir des gaines d'un endroit à un autre, oui, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, après, la maison idéale, je ne pense pas qu'on y arrive de toute façon, même si avec la nouvelle réglementation thermique, ça limite énormément, puisque donc la nouvelle réglementation, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aujourd'hui, vous construisez une maison, c'est 40 kWh par mètre carré par an de consommer dans la maison. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, une maison des années 80, comme on disait tout à l'heure, c'est 250 kWh. Donc on divise par 4 la facture d'énergie avec les nouvelles maisons. Et souvent, ce sont des maisons qui sont très compactes. On en a visité une il y a une quinzaine de jours. Elle était sur un niveau, elle était carrée. Voilà, tout est cloisonné, tout est fait pour qu'il y ait très très peu de perte d'énergie dans la maison. Voilà, donc ce qu'il faut quand même faire comprendre aux téléspectateurs, donc soit par rapport aux vieilles maisons de village, soit comme on disait, on prenait l'exemple de ces maisons des années 80, certaines on commençait à isoler le grenier. Tout n'est pas perdu. Je veux dire, on peut vous pouvez quand même faire la maison après que vous voulez, avec les matériaux que vous souhaitez. On peut rénover sa maison, voilà. Bien sûr. Non, ça. On peut rénover une maison. On peut plutôt pas rénover une maison, mais est-ce qu'on peut isoler une maison de l'extérieur? Alors, si on a une maison avec des pièces
toute petite Étroite, pièce, oui. on va réduire en isolant de l'intérieur. Donc, est-ce que ça peut se faire par l'extérieur? Alors, c'est même conseillé. Alors, dites-nous comment. Voilà, c'est vrai, bon, il y aurait tellement de choses à dire, c'est que la meilleure isolation, c'est l'isolation par l'extérieur. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme vous isolez votre mur par le côté dehors, en fait, D'où vient le froid, on va dire, voilà, ou le chaud. vous montez d'un bloc. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une maison à étage, à un moment donné, vous allez avoir une dalle. Donc, vous allez isoler, vous allez contourner cette dalle, puis vous allez reprendre au-dessus. Le problème, c'est que si vous faites ça, il va y avoir ce qu'on appelle un pont thermique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une entrée d'air frais, donc une entrée d'air parasite, que vous ne pourrez pas contrôler, ce qui n'arrivera pas si vous faites par l'extérieur, puisque du coup, vous faites de bas en haut, d'un bloc, et vous n'avez pas de pont thermique. Vous avez pas. Donc c'est vrai que ce serait l'idéal. Voilà, si vous voulez une maison idéale en isolation, Et ce en serait quel par matériau alors? Il faut prendre du rigide là aussi, donc soit du polystyrène, soit du liège, ou de la fibre de bois aussi. Il faut mettre quelque chose qui soit quand même L'isolation est garantie. Ah oui, là, Et pour moi, ça reste... Bon, ça a un coût, c'est beaucoup plus cher que par l'intérieur. Voilà. Donc, parce qu'après, il faut refaire la façade, il faut... Voilà. Donc, mais ce serait l'idéal. Mais je pense que la nouvelle réglementation, parce que là, on rentre sur la RT 2012, mais il parle déjà de la RT 2020. Ça évolue, voilà. Ça évolue Voilà, en je permanence. pense que la RT 2020, ils vont vraiment préconiser toutes les maisons isolées par l'extérieur. À mon avis, hein. Bon, après, on ne peut pas le faire partout. On va préciser quand même, en ce qui concerne la rénovation. En ce qui concerne, puisque les futures constructions n'auront pas besoin. Voilà, ça c'est les nouvelles constructions normalement devront être au top. Après, c'est vrai que rénover par l'extérieur une maison de village, c'est compliqué. Voilà, faire une isolation par l'extérieur en maison de village, si vous êtes un village classé, ça reste très compliqué. Voilà. C'est pour ça que les gens isolent par l'intérieur. Puis comme je vous disais, si on a des murs de 60, attention de ne pas faire de bêtises en faisant n'importe quoi comme isolation. C'est pour ça qu'il faut venir vous voir et s'adresser à des professionnels. Alors donc Stéphanie, pour venir vous voir, vous êtes donc avenue Paul Doumer. Oui. Un numéro de téléphone? Oui, c'est le 04 95 47 12 61. Alors, je pense que déjà, les téléspectateurs pourront être un peu mieux renseignés par cette émission, je l'espère. J'espère. Et s'il y a d'autres questions à poser, le mieux, c'est de venir vous voir. Vous les renseignerez avec plaisir sur place. On se dit à une prochaine fois pour les nouvelles réglementations. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Télépaïs.